Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e numéro du JT de la télé. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Au sommaire, dans les petites news à picorer, on va parler de la K-pop qui débarque sur Énergie. On parlera du nouveau numéro de Sur le Front. On parlera des docs d'Ambro Chalumeau sur TMC. On parlera des nouveaux coachs de The Voice dans la prochaine saison. On parlera également du retour des téléfilms de Noël. Dans le top flop de Benji, on va parler des très bonnes audiences de France 2. Dans le décryptage de la semaine, l'opposition web télé a-t-elle encore du sens? C'est notre décryptage de la semaine. Et enfin, dans les gros dossiers de la semaine, le lancement des nouvelles émissions. Qui a réussi à tirer son épingle du jeu après un mois de rentrée? On vous dit tout. On parlera également de Cannes Police Criminelle. Vous allez tout savoir sur la nouvelle série de TF1. Et enfin, on parlera de Y'a que la vérité qui compte, qui est de retour sur C8. Vous allez tout savoir de cette nouvelle formule. On en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence comme chaque semaine par les petites news à picorer, ces petites infos en résumé en moins d'une minute chacune. C'est parti, c'est maintenant. On commence avec la K-pop qui va avoir le droit à une émission sur Énergie toutes les semaines. Énergie lance sa nouvelle émission, la Nuit K-pop, tous les mercredis de minuit à 4h du matin. Depuis mercredi dernier, Énergie diffuse donc la première émission radio de France entièrement dédiée à la musique K-pop pour découvrir les plus grands hits de stars de la musique pop coréenne. Apparue au début des années 1990 en Corée du Sud, la K-pop a conquis le monde grâce à un mélange de genres musicaux, de chorégraphies élaborées et des artistes captivants. Dans son communiqué, la station écrit, je cite, « Énergie est toujours à l'affût de nouvelles tendances, met en avant depuis plusieurs années ce phénomène musical en pleine expansion sur ses radios digitales K-pop et grâce à des partenariats avec des concerts. Face à l'attrait des auditeurs pour la K-pop et la demande grandissante, Énergie proposera dès ce soir à l'antenne une nouvelle émission spéciale, la Nuit K-pop, tous les mercredis soirs pendant 4 heures. Pour son lancement, l'émission a diffusé le boys band BTS, EXO, Rise, en passant par Eric Naman, Jensen, mais aussi la chanteuse Nawasa et le phénomène K-pop féminin Blackpink et beaucoup d'autres. TF1 a communiqué sur la nouvelle saison de The Voice. En effet, c'est sur son compte Twitter que la chaîne a annoncé le grand retour du chanteur Mika dans la famille The Voice. Il sera aux côtés de Zazie, Vianney et Big Flo et Oli. Une compétition qui s'annonce sportive, annonce la chaîne. Pour Mika, ce sera la 8e fois qu'il participe à l'émission. Il retrouvera Zazie qui participe pour la 6e fois et avec qui il a participé à plusieurs saisons. Cette dernière retrouvera elle ses acolytes de la dernière saison, Vianney qui juge pour la 3e saison et Big Flo et Oli pour qui la dernière saison était la première. Les deux frères retrouveront donc leur fauteuil commun pour cette nouvelle saison. Le tournage de la saison 13 de The Voice aura lieu dans les prochaines semaines à venir pour une programmation sur TF1 début 2024. En tout cas diffusée du 25 février au 3 juin dernier sur TF1, la 12e saison de The Voice avait rassemblé 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne chaque samedi soir, soit 19% du public. Amateurs de Noël, vous allez être ravis, les téléfilms de Noël seront bientôt de retour. Dans un communiqué, TMC annonce que la magie des films de Noël est de retour et la date de ce fameux retour sur TMC, c'est le 15 octobre. La chaîne diffusera toute la matinée dès 10h35 des téléfilms non inédits et ce jusqu'à 18h55. 5 téléfilms de Noël s'enchaîneront toute la journée pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Pour ce 15 octobre, on commencera avec la rediff de L'admirateur secret de Noël, puis 10 choses à faire pour un Noël parfait. Pour ce qui est des films inédits, il faudra patienter encore quelques semaines pour que M6 et TF1 les diffusent. Si vous trouvez ça un peu tôt, Netflix a déjà diffusé un nouveau film de Noël en plein mois d'août. L'an dernier, les films de fin d'année étaient de retour le 16 octobre sur la même chaîne et la semaine suivante sur TF1. Alors est-ce que ce sera le cas cette année? Réponse mardi. On parle du nouveau numéro des docs d'Ambro Chalumeau sur TMC. À l'occasion de la sortie du film Événement de Eric Toledano et de Olivier Nakache, Une année difficile, Ambro Chalumeau présente un document inédit en prime time sur le cinéma populaire des deux frères qui n'ont pas le même nom, comme les surnommait Jean-Pierre Bacri. Le 2 novembre 2011, les Français découvrent le film Intouchable, qui est devenu l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma et un phénomène de société. Depuis, comédie après comédie, les réalisateurs autodidactes Eric Toledano et Olivier Nakache
trace le chemin d'un cinéma populaire et exigeant qui traite de sujets de société graves, difficiles ou tabous, handicap, sans-papiers, religion, quartier difficile, chômeurs ou encore autisme. À travers la filmographie des deux réalisateurs, le doc Nakache et Toladeno, le cinéma hors norme, raconte les vraies histoires qui les ont inspirés. Ambre Chalumeau est parti à la rencontre des deux réalisateurs, de leurs plus proches collaborateurs, de leurs comédiens stars, d'éducateurs, d'écrivains, bref, une plongée au cœur de leur cinéma dans leur monde qui est finalement aussi le nôtre. Le retour des docs d'Ambre Chalumeau, c'est le mardi 17 octobre à 21h10. Hugo Clément est de retour pour un nouveau numéro de Sur le Front le lundi 16 octobre à 21h05 et il portera sur le thème Orage, inondation, sommes-nous prêts? Ainsi, dans ce numéro, Hugo Clément révèle aux téléspectateurs les failles de nos prévisions météo, les vigilances rouges sont parfois déclenchées à la fin des orages et non pas avant, Météo France a de moins en moins de moyens alors que les orages sont de plus en plus intenses. Nous découvrirons notamment des scientifiques qui analysent le phénomène impressionnant des laves torrentielles et des militants qui se battent pour changer l'urbanisme et sauver des vies. Un Français sur 4 est menacé par des inondations. Ce numéro est donc au cœur des préoccupations des Français. L'épisode de rentrée sur la canicule avait rassemblé 815 000 téléspectateurs, soit 4% du public sur France 5, le 5 septembre dernier. Voilà pour ces petites news à picorer, j'espère qu'elle vous a plu. On passe maintenant au décryptage de la semaine. On passe maintenant donc au décryptage de la semaine et cette semaine on va parler de l'opposition web-télé. A-t-elle encore véritablement du sens? On en parle dans ce nouveau numéro de décryptage. Depuis l'avènement de YouTube dans le quotidien de nombreux Français, avec l'arrivée de nombreuses têtes d'affiche depuis 10 ans environ, la télévision et Internet se livrent à une guéguerre d'ego pour savoir qui aura le plus d'impact, d'audience et de qualité. Mais est-ce que tout cela a-t-il encore vraiment un sens? À en croire l'actualité médiatique, oui, puisque Squeezie a attaqué une nouvelle fois la télévision quand les journalistes et personnalités de la télé se dévendent en brandissant des chiffres. Décryptage donc de cette guéguerre d'ego qui n'a pas vraiment de sens. Internet a toujours eu beaucoup de méfiance envers la télé, notamment après la mauvaise réception des premiers youtubeurs sur les plateaux de télévision, Squeezie chez Ardisson. Vos fans, vous pensez qu'ils vont acheter un livre de vous? S'ils achètent un livre, vos fans, c'est un tapis de souris pour eux, non? Ils peuvent faire tapis de souris. C'est une très bonne idée. Alors, votre livre s'appelle Tourne la page. Vous aviez peur que vos fans soient incapables de savoir comment ça fonctionne? Un livre. Déjà, et ensuite... Natou chez Ruquier. Parce que c'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald et Dingo, mais les vrais du coup. Oui, sauf qu'on est des artistes. Encore le reportage de 66 minutes sur M6. Les youtubeurs ont alors répliqué en dénonçant ces passages télé dans des vidéos, à l'image de Squeezie, Cyprien, Enjoy Phoenix et beaucoup d'autres. Pourtant, ces mêmes youtubeurs ont fait plusieurs projets avec la télévision. Squeezie, Natou et Cyprien ont le droit à leur programme court sur TF1. Seb a eu le droit à son émission sur TFX. Villebroquin va reprendre Top Gear sur RMC Découverte. Enjoy Phoenix a présenté une compétition pour intégrer la nouvelle saison du meilleur pâtissier. Thibaut InShape et Juju Fitcat étaient dans Les Traîtres ou encore dans Fort Boyard. Kameto était dans Quotidien. Bref, les exemples ne manquent pas. Cette liste n'est pas pour dénoncer ou reprocher, surtout pour dire que tous ces passages télé ne sont pas mal passés et que les premiers exemples dits plus tôt datent de plusieurs années au moment où les youtubeurs ont été invités pour la première fois sur les plateaux de télé. De plus, la différence entre programme télé et programme web ne sont plus en plus ténues. Les youtubeurs, quand ils ont plus de moyens, créent des formats dignes de jeux ou de divertissement de télévision. On peut notamment citer Inoxtag avec son loup-garou et M6 avec Les Traîtres, mais aussi Popcorn de Domingo ou encore Zen avec Maxime Biaggi et Grimm qui ressemblent aux talk-shows de télé comme Quelle Époque, Quotidien ou encore le Late Show de Alain Chabat. Amixem ou encore Joyka ont également repris le concept de Qui veut être mon associé sur M6. Bref, la télé s'inspire également du web, avec LOL qui ressort qui s'inspire du challenge YouTube Essayez de ne pas rire, ou encore les défis de Vendredi tout est permis, régulièrement repris de YouTube. Les chaînes de télévision veulent également atteindre le public plus jeune des réseaux sociaux, avec notamment des émissions comme Ça commence aujourd'hui, ou encore Faites entrer l'accusé, ou encore Secret Story, qui sont diffusées en intégralité parfois
sur YouTube. Des émissions comme TPMP, Quotidien ou encore Fort Boyard publient également des extraits sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, également sans diffuser les émissions dans leur intégralité par exemple. Toutes les émissions ont globalement investi TikTok et Instagram pour repartager les séquences virales qu'elles proposent dans l'émission. Les chaînes de télévision investissent également directement sur les réseaux sociaux avec des initiatives comme par exemple TF1 avec Paul Laroutourou qui a décidé de quitter la télévision pour faire du contenu sur les réseaux sociaux et des lives, tandis que France Télévisions a par exemple fait des émissions sur Twitch et soutient également Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion, qui s'est également lancé sur Twitch il y a maintenant quelques années, avec une revue de presse et plusieurs émissions hebdomadaires comme l'Hebdo Etienne. Arte a également proposé plusieurs formats sur Twitch, avec un bon accueil de la part du public. Alors pourquoi toujours vouloir opposer la télévision et le web? Eh bien pour le web c'est par défiance et préfère donc reproduire la télévision plutôt que d'y participer, et la télé car elle voit ses audiences diminuer au profit d'internet. Tout ça n'est donc qu'une question de concurrence et surtout d'ego. Voilà donc pour le décryptage de la semaine. On passe maintenant au top flop de Benji et cette semaine il parle des très bonnes audiences de France 2. Salut tout le monde, aujourd'hui dans ma chronique je vais vous parler des audiences de la grille chambre de France 2 qui s'est très bien portée la semaine dernière. Julia Vignali, nouvelle présentatrice d'affaires conclues, a battu record sur record cette semaine. Vendredi, elle a atteint 17,8% du public pour l'épisode de 16h15. Son record sur cette case, ça correspond à 961 000 téléspectateurs. Et à 17h, elle a réuni 1,34 million de personnes, soit 20,1% du public. C'est un double record parce que c'est la première fois qu'elle atteint les 20% de part de marché et c'est son record de saison en nombre de téléspectateurs. Jeudi, c'était Naki qui était lui aussi à la fête. Le deuxième numéro de N'oubliez pas les paroles, diffusé juste avant le 20h, a réuni 2 860 000 téléspectateurs. De quoi permettre au Master d'être leader sur cette tranche non seulement jeudi, mais également mercredi ou encore vendredi. À la mi-journée, c'est Julien Bugier, lui, qui a atteint sa meilleure part de marché de la saison vendredi, avec 23,3% du public. Et à 18h, ce même vendredi, c'est Tout le monde à son mot à dire, présenté par Olivier Mine et Sidonie Bonnec, qui a eu un double record, 1,38 million de personnes, soit 15,5% des 4 ans et plus. Le précédent record, avec 14,5% de part de marché, datait seulement de mardi. Ce mardi, justement, le 6h Info, qui est maintenant présenté par Jean-Baptiste Marteau, a lui aussi établi son record de saison. 248 000 téléspectateurs, soit 20,4% du public. Et enfin, Bruno Guillon n'est pas en reste, avec un record historique hebdomadaire pour chacun son tour. Son jeu qui est diffusé du lundi au samedi à 11h20 sur France 2, 999 000 téléspectateurs en moyenne du lundi au samedi, soit 25,2% du public. Une personne sur 4 a regardé son jeu à 11h20 la semaine dernière sur France 2. Voilà, c'est la fin de ma chronique et on se retrouve pour le prochain numéro du JT de la télé. Et on passe maintenant au gros dossier de la semaine, c'est parti! On parle maintenant de la nouvelle série internationale de TF1, Cannes Police Criminelle. Voici tout ce qu'il faut savoir. Coproduite par les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et la France, cette nouvelle série était intitulée Cannes Confidentiel dans sa version originale. Elle met en scène notamment l'actrice Lucie Lucas, révélée dans la série Clem sur la première chaîne, mais aussi Tamara Mart, plus connue sous son nom d'artiste qui est Shaim. Elles donneront ensemble la réplique à l'acteur anglais Jamie Bender. Cet acteur britannique a fait de nombreuses apparitions dans des séries américaines notamment, comme par exemple NCIS, Les Experts à Miami ou encore Dr House, mais c'est dans Battlestar Galactica qu'il a fait ses preuves. Cette série produite par Skyverse Studio, Archon TV et Viaplay s'étalera sur 6 épisodes et elle suivra les péripéties de Camille Belmas, jouée par Lucie Lucas, une jeune femme flic idéaliste et ambitieuse. Elle se voit confier une affaire de crime dans le milieu de l'art. Tout porte à croire que le coupable est un graffeur anonyme, connu pour être aussi un magnat de l'immobilier. Durant cette enquête, Camille fait la rencontre d'Harry, ce Britannique très charmant et agaçant.
Ex-détenu et maître de contrefaçon, il va finalement s'allier à la lieutenant de police dans sa lutte contre le crime, et tout cela sous le soleil de Cannes. Lieutenant qui traverse par ailleurs une crise familiale. En effet, son père Philippe Delmas, joué par Jean-Hugues Danglade, fait face à des accusations de corruption alors qu'il était le commissaire de la ville. Grâce à son amie et collègue Léa Robert, la jeune femme va tenter de démêler le vrai du faux. Le tournage de cette nouvelle fiction écrite par Chris Murray était initialement prévu en 2020. En raison de la pandémie de Covid, elle a été reportée et s'est finalement déroulée le 17 avril à la fin du mois de juillet 2022. Comme l'indique son titre, le tournage s'est donc déroulé dans et autour de la ville de Cannes. Tourné intégralement en anglais, les 6 épisodes de 52 minutes seront alors doublés en français par les comédiens eux-mêmes. Bien que le britannique Jamie Bender réalisera également son propre doublage grâce à son solide niveau en français. Cette nouvelle série Cannes Police Criminelle sera diffusée sur TF1 à partir du lundi 9 octobre à 21h10. On revient maintenant sur toutes les nouveautés de la saison avec un premier bilan d'audience de ces dernières. Depuis le lundi 28 août, Julia Vignali est à la tête de l'émission quotidienne Affaires conclues, dont France 2 diffuse chaque jour 2 épisodes inédits dans l'après-midi. Auparavant, le programme était animé par Sophie Davant, qui a quitté le format pour rejoindre Europe 1 à la rentrée. Pour sa part, Julia Vignali a dû quitter Télématin et a été remplacée par Marie Portolano, aux côtés de Thomas Soto. Ainsi, en moyenne du lundi au vendredi et en audience veille, après un mois d'antenne, le premier numéro d'Affaires conclues a fédéré 873 000 fidèles pour une part de marché de 15,2% du public. Elle signe son record d'audience de la saison le 8 septembre dernier avec près de 1 million de personnes qui étaient au rendez-vous et un record de part de marché depuis la rentrée les 13 et 18 septembre dernier avec 17,2% des 4 ans et plus. Le deuxième numéro a quant à lui réuni en moyenne 1,1 million de téléspectateurs, soit 16,8% du public. L'émission s'est offert son record d'audience de la saison le 8 septembre dernier également, avec 1,3 million de curieux, et son record de part de marché de la saison les 19 et 26 septembre dernier, avec 18,5% du public. Julia Vignali a-t-elle fait mieux que Sophie Davant ? Eh bien, à la rentrée 2022, le premier numéro de la version d'avant d'Affaires conclues de l'animatrice avait réuni en moyenne et en audience veille pour son premier mois, donc du 29 août au 29 septembre, 859 000 téléspectateurs, pour une part de marché de 14,3% du public. Ainsi, en part de marché, Julia Vignali enregistre un bilan sur son premier mois en hausse. Concernant le deuxième numéro d'Affaires conclues, eh bien, il y avait 1,1 million à suivre l'émission animée par Sophie Davant. La part de marché était alors de 15,7% sur les 4 ans et plus. Et bien là aussi, en nombre de téléspectateurs, Julia Vignali reste plutôt stable. En revanche, la nouvelle animatrice s'offre une meilleure part de marché que sa prédécessrice. Nouveauté côté télé-réalité maintenant, TFX diffusera le final de Time to Love, La Roue de l'amour, sa nouvelle télé-réalité de la rentrée, le samedi 14 octobre 2023. Les épisodes 37 à 40 seront ainsi proposés entre 11h30 et 15h10 ce jour-là sur le canal de la TNT. Depuis le lundi 28 août, l'émission était diffusée en quotidienne. Dans cette émission, 5 femmes célibataires participent à une expérience amoureuse unique dans un lieu coupé du monde où elles ont 100 heures pour trouver l'amour. Le premier échange s'est déroulé dans le noir et la rencontre physique a eu lieu à l'aveugle. Plusieurs étapes suivront avant que sonne l'heure du choix. Le programme a fédéré chaque soir sur TFX une moyenne de 103 000 téléspectateurs, ce qui représente seulement 0,7% du public. À titre de comparaison, la Villa des Cœurs Brisés, proposée dans la même case sinistrée de l'Access, donc de 19h, entre le 3 avril et le 30 juin 2023, avait convaincu à peine plus d'amateurs avec seulement 115 000 téléspectateurs en moyenne, soit 0,8% du public. Sur BFM TV, cette fois, Laurent Ruquier a présenté sa nouvelle émission baptisée le 20h de Laurent Ruquier, aux côtés de Julie Hamet. Sur les 4 premières émissions, le programme a ainsi fédéré en moyenne 372 000 téléspectateurs, soit 1,9% du public, contre 735 000 téléspectateurs et 3,6% du public pour le leader de la tranche des chaînes info, qui est CNews avec l'heure des pros.
Toutefois, la chaîne est en progression de 110% par rapport à l'an passé et plus 0,9 points de part d'audience. Sur cible, les scores sont également bons, notamment sur les 25-49 ans avec 1,9% de fidèles au rendez-vous avec une hausse de 1 point. Autre nouveauté cette saison avec Dressing Challenge sur M6 cette fois, une émission incarnée par Cristina Cordula depuis le lundi 25 septembre. Elle aide les participants à trouver un nouveau look élaboré à partir de vêtements de seconde main, diffusé chaque après-midi de la semaine à 16h50 Celui-ci a pris la suite de la série réalité Le Château de mes rêves, dont M6 ne diffuse plus qu'un seul épisode quotidien, au lieu de 2 à 17h25. Après une semaine d'antenne, l'heure est au premier bilan d'audience et il a sonné, et pour Cristina Cordula c'est plutôt une déception pour le moment. En effet, en moyenne, les 5 premières émissions ont réuni devant leur poste 241 000 téléspectateurs, soit 4,2% du public. Motif de satisfaction pour M6, le programme permet à la case d'attirer davantage de femmes responsables d'achats de moins de 50 ans, la cible prioritaire de la chaîne, avec une moyenne de 14,5%. À titre de comparaison, entre le lundi 11 et le vendredi 15 septembre 2023, dernière semaine de diffusion complète du programme du Château de mes rêves, l'émission avait convaincu 275 000 téléspectateurs en moyenne, soit 4,9% du public et seulement 9,2% des femmes responsables d'achats de moins de 50 ans. La nouveauté de la saison pour C8, c'est l'arrivée de Pascal de la Tour du Pin dans PAF, une émission quotidienne autour des médias. D'abord tournée dans le couloir de TPMP, ce jeudi 28 septembre, les téléspectateurs de C8 ont pu découvrir que Pascal de la Tour du Pin ne présentait plus sa quotidienne de PAF dans le couloir, mais sur le même plateau que TPMP. En effet, la présentatrice est apparue à l'antenne avec du public et donc dans le studio de Touche pas à mon poste. Ce changement de plateau intervient après moins d'un mois du lancement de sa quotidienne, dédiée donc aux médias. Auparavant, l'émission était donc tournée à côté du plateau de TPMP, dans les coulisses et donc sans plateau. À son lancement, la quotidienne avait signé un démarrage plutôt encourageant, avec près de 346 000 téléspectateurs. Mais les audiences de PAF se sont érodées de jour en jour. Elle a atteint son plus bas niveau la semaine dernière, avec près de 159 000 curieux. En moyenne et en audience vieille, le programme présenté par Pascal de la Tour du Pin, la journaliste qui avait quitté donc BFM TV, a fédéré 235 000 téléspectateurs pour une part d'audience pointant à 2,4% sur l'ensemble du public, une entame plutôt décevante qui a donc pu conduire la production à revoir son lieu de tournage de PAF. Par ailleurs, l'animatrice a présenté en Joker une émission de Touche pas à mon poste avec des audiences plutôt équivalentes à celles de Cyril Hanouna. Une belle performance qui a donc peut-être poussé la chaîne à proposer PAF sur un grand plateau avec du public. Réponse peut-être dans les prochaines semaines pour voir si ça va évoluer. Voilà donc pour le premier bilan d'audience des nouveautés télé de la saison. Et on évoque maintenant la nouvelle formule de Y'a que la vérité qui compte, qui revient en inédit sur C8. En effet, C8 a décidé de relancer Y'a que la vérité qui compte, 17 ans après son arrêt sur TF1. Décor, histoire, animateur, plateau, thématique et date de diffusion, voici tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle formule de Y'a que la vérité qui compte, qui sont les présentateurs de l'émission. Bataille et Fontaine restent présentateurs de l'émission et Rebecca Hampton reprend son rôle de messagère. Seul Sam originel, Sam Richez, n'est fait plus partie de la partie. Pascal lui a laissé un message et il ne nous a jamais rappelé, a indiqué Laurent Fontaine. Une décision assez peu surprenante, puisque si pendant 4 ans, Sam a conduit les invités de Y'a que la vérité qui compte jusqu'au bout du couloir, 2 ans après l'arrêt du programme, Sam Richez avait raconté l'envers du décor, et notamment les travers de ses 2 anciens patrons, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Pour lui succéder, le choix s'est porté sur un comédien âgé de 25 ans, Quentin Cardiem. C'est un très bon pote de mon meilleur ami, confie Rebecca Hampton, qui a donc soufflé le nom à la production. Les numéros diffusés sur C8 sont-ils vraiment inédits ? Eh bien oui, après le succès des best-of la saison dernière, avec près de 700 000 téléspectateurs en moyenne, C8 a donc commandé à Pascal Bataille et Laurent Fontaine 10 inédits en prime time, une cinquantaine donc de nouvelles histoires qui seront donc à mettre en boîte et qui ont été mises en boîte cet été. Le duo proposera également en prime time des Que sont-ils devenus, qui reviendront sur des parcours d'anciens participants de l'époque de TF1. Quelles sont les thématiques abordées dans l'émission ? On a appris que parmi les nouvelles thématiques de cette nouvelle formule figurent le harcèlement scolaire, le changement de sexe ou encore la fin de vie. Pascal Bataille indique, je cite, «
on a des histoires qui représentent vraiment la société telle qu'elle est aujourd'hui, avant que Laurent Fontaine n'ajoute, je cite, mais il y aura toujours des histoires d'amour ou des réconciliations. Ce sera donc un mélange des deux qui a toujours fait le sel de l'émission depuis son époque sur TF1. Les histoires sont-elles vraies? L'équipe de Y'a que la vérité qui compte est composée d'une dizaine de journalistes, dont 2 étaient déjà présentes à l'époque de TF1, et c'est à eux qu'est dévolu le travail de vérification. Pascal Bataille explique, je cite, « Il s'appelle l'entourage mène plusieurs entretiens avec les candidats pour essayer de voir les contradictions », tandis que son complice ajoute, je cite, « S'il y a un doute, on met les histoires à la poubelle. L'émission sera-t-elle tournée sur le même plateau qu'à l'époque ?» Eh bien non, fini les plateaux de la Plaine Saint-Denis, place à la Canal Factory à Boulogne-Billancourt. Le tournage a eu lieu sur le plateau habituellement dédié à Touche pas à mon poste. Les équipes se sont inspirées du décor original avec un écran géant au fond du plateau, donnant une impression de profondeur en simulant un escalier. Le rideau géant, lui, qui sépare les 2 témoins, sera en revanche physiquement là. L'émission a été enregistrée cet été, au moment où TPMP n'est donc pas diffusée, et a donc complètement modifié le plateau. Quand sera diffusée l'émission? Et c'est dès le jeudi 12 octobre que C8 proposera la première soirée de Y'a que la vérité qui compte, avec Laurent Fontaine et Pascal Bataille. Voilà, j'espère que ce 3e numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Merci à Jason pour la musique de fond et le générique. Merci à Benji Media pour son top flop de la semaine. Tous les liens de ces 2 personnes sont dans la description bien évidemment. A très bientôt, ciao ciao!